Maintenant, attaquons-nous au conflit, qui pourtant ne devra pas exister, entre science et ufologie. Je reprends dans cette partie des extraits d'un texte dont je mets le lien en description, lu sur un site d'astronomie. Que diriez-vous à celui qui vous annonce qu'il a vu un ovni ? Beaucoup le rangeront d'office parmi les excentriques, sans même prendre le temps d'étudier les faits. Ridicule, canular, sans intérêt. Telles sont les réponses que ces gens donneront pour expliquer cette allégation qui les dépasse. Dans un monde où les médias ont pris le pouvoir, beaucoup de gens prennent au mot ce qu'ils lisent ou voient dans les médias. Et cela explique partiellement l'explosion du nombre de ce qu'on appelle théorie du complot. Je déteste cette expression. Saviez-vous qu'en 2023, il y a proportionnellement plus de gens qui pensent que la Terre est plate qu'en 1980 ? Terrifiant. On croit ce qu'on lit et entend par facilité sans en critiquer le sens profond. On dérape ainsi rapidement vers un manque total de discernement devant la réalité. Il devient alors facile de prendre position arbitrairement sur quantité de sujets, alors qu'en fait, on ne les connaît pas. Mais le monde se vit sur le terrain. Si on veut essayer de comprendre le phénomène ovni, les chercheurs doivent sortir de leur laboratoire et ne pas conclure hâtivement leur étude sur base d'un rapport et certainement pas sans avoir contrôlé leurs sources. Le chercheur qui veut se donner les moyens d'étudier un cas particulier doit d'abord convaincre son autorité de l'intérêt de sa démarche et du potentiel scientifique qu'elle pourrait révéler. Or, la tâche est souvent très ardue, car l'ufologie étant reléguée dans les pseudosciences, l'autorité en question jugera que cette étude n'a pas lieu d'être. C'est le serpent qui se mord la queue, puisque par conséquent, les scientifiques n'obtiendront jamais de crédit. Il est vrai que 95% des observations peuvent parfaitement s'expliquer. Mais quid du cas où il y a une contamination soudaine corrélée avec le contact visuel ou physique avec un ovni, et une observation radar en plus ? Dans ces situations, rien ne peut valider la thèse du canular, et pratiquement personne ne peut soutenir l'hypothèse de la mutilation volontaire dans le cas de brûler ou d'irradier. Reste un événement naturel inconnu, et, en désespoir de cause, un phénomène surnaturel. Mais comment le démontrer ? C'est toute la difficulté de cette entreprise où les enquêteurs et les scientifiques sont confrontés à des situations empiriques non reproductibles et aléatoires. Hors de tout contrôle, il est impossible de se baser sur les seules observations fortuites faites par des particuliers. Il s'agit d'observations effectuées directement par les moyens des sens et dont la confrontation avec les théories scientifiques se révèle incapable de l'expliquer sans révision ou modification fondamentale. C'est pourquoi, lors d'une apparition d'OVNI, il est très important que toutes les compétences soient rapidement sur le terrain pour tenter de cerner la situation. C'est en temps réel que l'ufologie acquérera sa légitimité, jamais dans les bureaux des rédactions, dans un débat télévisé ou au cours d'une conférence. Le témoignage doit être pris si possible dans les quelques heures qui suivent l'observation. Non pas pour éviter d'en perdre le souvenir précis, mais pour pouvoir reconstituer les circonstances de l'incident. En outre, l'environnement et l'infrastructure publique peuvent être modifiés au fil des années, et il pourrait s'avérer très difficile de reconstituer tous les événements des années plus tard. Ensuite se pose un problème financier. Il faut comparer les catégories d'observation, confronter les évolutions attribuées aux ovnis au sein de chaque catégorie et tenter de dégager des similitudes. Ce travail de bénédictin est aujourd'hui assuré par les associations ufologiques. Bénévoles, on le rappelle. Mais un problème vient de suite se greffer. Par exemple, aux États-Unis, l'Air Force dépensa en 20 ans plus d'1 demi-million de dollars pour une étude officielle, sans même que ses membres n'aient pu envisager une étude systématique du problème qu'ils classaient quasi chronologiquement. Une telle tâche imposerait un budget 10 fois supérieur et ne pourrait être entreprise par des organisations privées. Si le phénomène OVNI n'accède pas un jour ou l'autre à la respectabilité scientifique, il est vain de vouloir élucider le problème. Tout journaliste qui se respecte fait usage de la critique des sources. Lors d'une enquête, il faut impérativement obtenir d'autres comptes rendus, trouver les témoins impliqués, leur nom et leur adresse, car le témoignage isolé est souvent imprécis, flou, contradictoire. Les enquêteurs doivent ensuite vérifier l'authenticité du document, car il peut être manipulé depuis le début. Et bien évidemment, l'état mental du témoin est déterminant. Il faut savoir s'il a ou non un intérêt professionnel à relater son observation. C'est dans ce cadre que le témoignage de personnes sensibles au ridicule, scientifiques, militaires, cadres, dirigeants d'entreprise, pilotes d'avion par exemple, mérite toute notre attention. Car quel directeur de société serait pris au sérieux
s'il avoue avoir vu une soucoupe volante? Qui voudra dans son équipe d'un mythomane? Il faut également vérifier la convergence des témoignages. Quels sont les caractères constants? Qui a relaté l'événement, l'a recueilli et par quel truchement? Les scientifiques, dit le physicien Peter Sturrock de l'université de Stanford, ne sont pas encouragés, ni supportés, ni financés pour la recherche des ovnis. Sturrock, qui lui reçut des subsides du philanthrope Lawrence Rockefeller, avoue que les ufologues gagneraient un plus grand respect si les magazines académiques réputés acceptaient d'ouvrir leurs pages à leurs recherches. Et selon le célèbre physicien Michio Kaku, les universités découragent également ce type de recherche, car elles n'accordent jamais de statut de titulaire aux scientifiques qui sortent des limbes et souhaitent étudier le phénomène ovni. Il n'y a pas de preuve, donc on n'étudie pas. Apportez-nous une preuve, disent les responsables, et nous mettrons hommes et matériel à votre disposition. Mais comment voulez-vous apporter cette preuve sans avoir de moyens d'action? On tourne en rond. Mais souvenez-vous, la découverte d'animaux exotiques a souvent été le fruit du hasard, et les récits des premiers explorateurs ont toujours été tournés en dérision. Ils furent traités de fabulateurs quand ils racontaient avoir vu des animaux au cou démesuré et à la robe tachetée en Afrique. Au XIXe siècle, les scientifiques ne croyaient pas les marins rapportant l'existence des calmars géants. L'okapi était inconnu des Européens. Hors zoologie, l'origine des météorites n'était pas prise au sérieux. Des pierres qui tombent du ciel? Vous plaisantez? Encore récemment, les scientifiques ne croyaient pas à la survie de créatures dans des conditions extrêmes ou au jet de plasma émis du sommet des cellules orageuses dans la stratosphère. Ces phénomènes inexpliqués et très étonnants étaient considérés comme des rumeurs et restèrent au mieux comme autant d'énigmes, jusqu'à ce que la science se donne les moyens de les étudier rigoureusement. Semblable à ce squelette d'ornithorynque que les scientifiques considéraient comme un canular, jusqu'à ce qu'ils voient l'animal de leurs propres yeux, l'ufologie est en quête d'un statut. L'ufologie sérieuse respecte bien la démarche scientifique, mais d'un autre côté, on ne donne pas aux scientifiques les moyens de mener des enquêtes rigoureuses. Pourquoi ne pas accorder une chance aux ufologues honnêtes et leur proposer une reconnaissance par leur pairs, une chaire académique, des crédits de recherche et le droit d'être publié dans les magazines? La revue Nature aborde de temps en temps le sujet, mais le plus souvent sous l'angle des sciences humaines, ou pour dénoncer une méprise. De nos jours, un scientifique ne pourra jamais publier un article dans un magazine scientifique prestigieux, spéculant sur les propriétés physiques des ovnis ou échafaudant une théorie à leur sujet. Or, ces magazines n'hésitent pas à publier des spéculations encore plus débridées dans notre discipline théorique, pourvu que l'article soit signé par une sommité. C'est ainsi qu'on découvre des articles discutant des univers multiples en physique quantique, des trous de verre, d'univers à 11 dimensions, etc. De nombreuses théories ont été jugées farfelues, puis acceptées du bout des lèvres, avant de devenir des paradigmes. La théorie de la dérive des continents de Wegener, la théorie de l'évolution de Darwin, la théorie de la relativité d'Einstein, la théorie du Big Bang. Tous ces concepts sont effectivement très étranges à première vue. Mais est-ce pour autant impossible? Il faut étudier le sujet pour le savoir, et trouver dans la nature des sujets d'expérience pour les valider. Auriez-vous cru Darwin quand il disait que nous descendions du singe? Comme tout ce qui sort du cadre de la normalité et qui dérange, l'ufologie a donc une image défavorable dans la communauté scientifique, qui a un parti pris évident à son encontre. C'est une pseudo-science et elle le restera. Et sans un événement probant ou une reconnaissance publique, ce genre de préjugé ne peut pas être balayé en une génération. En outre, une communauté est souvent hermétique au changement. Dans l'esprit de beaucoup de scientifiques, un électron libre comme l'ufologie représente un risque pour leur communauté. Reconnue par ses pairs, elle fait peur aux scientifiques, car ils pensent qu'en l'acceptant parmi eux, ils risquent de perdre leur crédibilité, bien que cet état d'esprit ne repose sur aucun fondement. Pour l'heure, le phénomène ovni est toujours écarté des sujets académiques et des auditoires comme si le sujet n'était pas digne d'intérêt. Pourtant, les militaires ont déjà investi des millions de dollars dans cette énigme, soi-disant sans intérêt. Cette attitude n'est juste pas cohérente. Et cela me permet de faire la transition avec le dernier point, crucial, à savoir la notion de preuve.